L'école en question, question d'école. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Radio Sénégal International 92.5 pose les débats. Le gouvernement, le CUSEMS, des parents, des élèves, des ONG, qu'ils discutent, qu'ils règlent le problème pour les élèves. On ne l'acceptera pas. On ne fera pas de session au Sénégal. L'école en question, question d'école. Radio Sénégal International fait la lumière. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Radio Sénégal International et à votre émission École en question, l'émission éducative du journal parlé qui a un réel plaisir d'accueillir Madame Ndeye Ngoné Ndour. Madame, bonjour. Bonjour Arona. Merci d'avoir accepté cette invitation de École en question. C'est moi qui vous remercie et j'en profite également pour saluer tous les auditeurs et auditrices de la Radio Sénégal International. Mes meilleurs vœux. Merci. À vous aussi mes meilleurs vœux et à tous ceux qui écoutent RSI. L'émission donc qui reçoit Ndeye Ngoné Ndour. Ndeye Ngoné Ndour, vous êtes né à Kaolack au Sénégal. Vous êtes juriste de formation. Vous êtes également une passionnée de littérature. La littérature, on en parle dans cette émission. Mais d'abord, 2021 et ces bonnes nouvelles pour la littérature sénégalaise. Boubacar Boris Diop, lauréat du Neustadt International Prize for Literature de l'Université d'Oklahoma aux États-Unis. Ce prix, on le rappelle, reconnaît le mérite littéraire exceptionnel des auteurs du monde entier. Souleymane Bachir Diagne, lauréat du prix Saint-Simon, le philosophe sénégalais, a reçu cette distinction pour son autobiographie Le Fagot de ma mémoire, et Mohamed Mbougar Sarr pour le prestigieux prix Goncourt 2021. N'est-ce pas là la preuve de la vitalité de la littérature sénégalaise? Effectivement, et avant de venir à ces prix littéraires-là, je voulais dire que je suis née à Kaolack et je suis une passionnée de littérature, quand bien même j'ai fait des études en droit. Et pour la petite anecdote, j'avais une difficulté de choix entre le droit et la littérature, ce qui fait que j'avais fait deux choix. Et un choix au niveau de l'université de Saint-Louis et au niveau de l'université de Dakar en droit, en salut en littérature. Donc il fallait... et c'était un vrai dilemme parce que j'étais passionnée par les deux. Finalement, j'ai fait des études de droit, mais quand même, j'ai continué avec ma passion en littérature. Comme vous l'avez dit, l'écriture sénégalaise a été honorée dans le monde entier à travers ces trois grands auteurs que vous citez et on s'en félicite. Parce que ça montre la dynamique de l'écriture au Sénégal. C'est vrai que c'est de grands noms qui sont primés, qui sont cités, mais il y a d'autres aussi jeunes auteurs qui se révèlent chaque jour. Et chaque jour, il y a de nouvelles éditions que nous voyons au niveau du Sénégal. Donc, il y a un réel dynamisme de la littérature au niveau du Sénégal. Un dynamisme concrétisé ou matérialisé par la consécration de Mohamed Mbougar Sarr, son roman La plus secrète des moments, après des motions de félicitations unanimes dans un élan de fierté nationale. Le jeune Mbougar est voué aux Zembounis, accusé de tous les maux des gens ressentant des placards. Son précédent roman De purs hommes. Cette clameur, Ndeye Ngoné, vous a-t-elle choqué? J'avoue que la clameur m'a choqué parce que Mbougar, c'est une fierté nationale, c'est un jeune talent. Et le voir être félicité en une journée et le lendemain être jeté à la vindicte populaire, j'étais vraiment choquée. Parce que je me dis que la question de l'homosexualité, c'est une question dont on doit pouvoir débattre en société. On ne doit pas l'occulter. Et lui, il a eu le courage d'en parler, qu'on soit pour ou que l'on soit contre, c'est pas là la question. La question, c'est de poser le débat au niveau de la société. Et il faut rappeler aussi que ce roman, c'est pas celui qui a été primé. Donc, on devait se concentrer sur le roman qui a été primé. Et moi, c'est ça qui m'a choqué, au-delà de toutes les autres considérations qu'il y a derrière. Parce qu'il est bon souvent de le souligner, le Goncourt ne prime pas une œuvre littéraire ni un parcours, mais un livre que les jurys du dit prix, pour la plupart, ignorent même les précédents romans d'un auteur. Effectivement. Et le plus choquant aussi, c'est que les personnes qui ont jugé n'ont même pas lu le roman.
Bon, je pense que c'est l'occasion aussi de lire et de se faire sa propre opinion par rapport à ce roman. Et là, les gens pourront débattre et donner leur avis. Parce que quand même, les commentaires sont libres, comme on le dit. En tout cas, parmi les intellectuels qui ont pris la défense du jeune auteur, vous, mais aussi Felwine Sarr, co-auteur de l'ouvrage de Mohamed Mbougar Sarr, je vous cite justement le directeur de la maison d'édition, Jim Sarr, a très remonté du reste. Une éthique dégradée de la parole semble hélas être le signe de nos temps. Les nouveaux lieux d'une expression censée être ouverte, libre et démocratique que sont les réseaux dits sociaux sont devenus dans leur versant obscur des dépotoirs de la haine ordinaire, des espaces de procès sans appel et des lieux d'exécution sommaire. Une cohorte de bourreaux en mal d'emploi y organise la vindicte populaire et la lapidation jouissive. Souvent, ils règlent leur compte avec la société ou avec le vacuum de leur propre existence. C'est ce que d'aucuns appellent un peu le tribunal de la conscience, les réseaux sociaux. Effectivement, et je pense que c'est un endroit où chacun a droit à la parole. Il n'y a pas de filtre et les gens ne se gênent pas à donner leur avis et parfois de la mauvaise manière. Je pense que donner un commentaire avec des arguments solides basés sur quelque chose, au-delà des insultes et autres, ça doit être possible sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que l'idéal, c'est ça, qu'on donne la parole à chaque personne, mais qu'on se prononce sur des questions que l'on maîtrise, mais aussi avec la manière. Je pense qu'on doit pouvoir dépasser les insultes, le fait de rabaisser les autres et de suivre aussi la mouvance. Avant de juger quelque chose, on doit être en mesure d'empoigner des arguments solides et de se documenter vraiment pour pouvoir donner son avis de la meilleure des manières qui soit. Et c'est à l'image de la société, hein. Des problèmes se posent, mais les gens, ils n'y vont pas au fond des choses et ils se permettent de juger. Effectivement. Ça également, il va falloir passer par la société. Avez-vous espoir que ça va changer? Bon, avec la tendance que nous voyons actuellement, je ne sais pas si ça va changer ou pas. Peut-être qu'on mette l'accent sur la sensibilisation. La sensibilisation. Et savoir que derrière les écrans, c'est des personnes qui sont là-bas, qui doivent aussi avoir une certaine sensibilité. La personne qui reçoit ou qui lit certaines choses, ces choses-là peuvent la blesser. Donc, on peut parler. Tout le monde est libre de parler, mais qu'on choisisse les mots qu'il faut pour ne pas blesser les gens. Il faut aussi réglementer. Il faut aussi réglementer, ça aussi. Il faut aussi réglementer parce que les réseaux sociaux ne sont pas hors de la société. Donc, on doit pouvoir réglementer comme on réglemente toutes choses pour une bonne cohésion et une bonne vie en société. Ndeye Ngone Ndour, invité de École en question sur Radio Sénégal, votre ouvrage, je le rappelle aux auditeurs, au prix de leur vie, paru à l'Harmattan Sénégal. Ainsi, après l'obtention de votre maîtrise et d'un master 2 en droit, vous étiez confronté à la dure réalité du chômage. Est-ce que c'est finalement cette situation précaire-là, d'alors, qui vous a poussé à écrire ce roman au prix de leur vie? Effectivement, c'est cette situation précaire et je le rappelle même, c'est cette situation qui m'a poussée à écrire parce que je me suis mise dans la peau de tous ces jeunes qui avaient décidé de partir par manque de perspective. Pourquoi ils partaient? Parce qu'ils avaient envie de se créer une vie. Comme je l'explique, la vie, ce n'est pas simplement avoir le souffle. La vie aussi, c'est avoir des rêves et de pouvoir les réaliser. C'est avoir des ambitions, avoir des objectifs, pouvoir les atteindre. Et avec leur situation au Sénégal, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, je me suis inspirée de mon vécu pour pouvoir écrire ce roman au prix de leur vie. Ce roman, en tout cas, est arrivé à un moment crucial de votre vie, un moment de galère. Et comment, à l'époque, avez-vous vécu cette situation-là? C'était une situation très difficile et comme j'aimais la littérature, j'ai dit, au lieu de perdre mon temps, je vais prendre ce temps-là pour écrire mon ressenti. Écrire, essayer d'expliquer pourquoi certains décident de partir. Mais n'empêche, j'ai laissé la liberté. J'ai respecté l'auteur pour qu'il puisse se faire un avis, son avis à lui. Et que moi, je n'impose pas ma vision de l'émigration clandestine à la personne qui va lire mon roman. Mais quand même, je me suis inspirée de mon vécu de jeune chercheuse d'emploi pour essayer de comprendre tous ces jeunes qui se cherchaient. C'était difficile pour moi et j'imagine que ça devait l'être aussi pour les autres jeunes qui se cherchaient à cette époque-là. Mais est-ce que comme ces jeunes-là qui ont préféré braver les tumultueuses eaux de la mer, l'idée vous est venue de prendre le large pour en tout cas fuir cette galère-là? L'idée ne m'est pas venue. Jamais. Peut-être parce que je suis une femme.
Peut-être parce que je suis une femme. Certes, il y a des femmes qui partent, il ne faut pas le nier, parce que dans les embarcations que nous voyons maintenant, il y a des femmes, il y a même des enfants. Mais dans notre société, ce qu'on voit, c'est-à-dire, c'est à l'homme que revient la charge de la famille, même si dans la réalité, les femmes participent autant que les hommes dans les charges familiales. Mais inconsciemment, on donne cette charge-là à l'homme, ce qui fait que quand l'homme retrouve sans emploi, il est prêt à tout pour trouver un emploi. C'est pour cela que dans les embarcations, vous voyez beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a cette charge mentale-là qui pèse sur eux par rapport aux charges familiales. Maintenant, dites-nous quelle est la part d'autobiographie dans ce roman, si elle existe, bien sûr. Il y a une part d'autobiographie parce qu'on ne peut pas écrire un livre en se détachant complètement. Quand on écrit, on se révèle, même si c'est un tout petit peu. Il y a une part d'autobiographie, mais il y a une part aussi de fiction, où on s'inspire de la réalité de la société pour écrire notre roman. Cette fiction-là, on va y revenir. Alors, dans ce roman, c'est vrai, le thème de l'immigration irrégulière y est présent, mais le lecteur décelera également les thèmes de l'infidélité, la perte de nos valeurs, l'usage de la drogue, la prostitution masculine. Quel lien finalement avec le thème de l'immigration? Y a-t-il un rapport de cause à effet? On a toujours tendance à s'arrêter aux personnes qui meurent avant d'arriver. Mais ce qui arrive, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que quand ils arrivent seulement, il y a la réussite? Est-ce que ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'ils ont besoin de s'intégrer. Ils ont besoin de réussir une fois là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont amené comme background? Est-ce qu'ils ont des diplômes? Est-ce qu'ils ont les qualifications qu'il faut pour pouvoir réussir dans une nouvelle société où ils sont arrivés illégalement? Donc pour pouvoir réussir, parfois ils sont obligés d'utiliser des chemins tortueux pour pouvoir s'en sortir. Et parmi ces chemins-là, il y a la prostitution masculine. On parle souvent de la prostitution féminine, mais il y a aussi la prostitution masculine qui existe. Et au-delà, les personnes qui partent aussi, ils laissent des femmes derrière eux. La tentation, elle est là. Il y a les risques d'infidélité et j'en ai parlé aussi dans mon roman. Donc ça aussi, c'est des valeurs que l'on perd à travers ces voyages-là, dont on ne parle pas souvent, mais qui existent et qui sont là. Donc moi, j'ai voulu aller au-delà du voyage. Une fois arrivé, qu'est-ce qui se passe? Tout n'est pas rose. On n'en parle pas souvent, mais tout n'est pas rose. C'est vrai, quand on arrive, il y a une première étape qui a été franchie, mais après, il y a d'autres étapes aussi à franchir pour pouvoir s'accomplir réellement. Et la plus dure également. Maintenant, est-ce que les gens qui reviennent de là-bas, est-ce qu'ils nous disent la vérité? Pourquoi ça incite toujours les gens à partir, malgré ces difficultés, malgré ces écueils-là? Je pense qu'on se focalise plus sur les réussites que sur les échecs. Ce qui fait que les gens ont toujours envie de découvrir par eux-mêmes pour pouvoir se faire leur propre avis. Il y a des gens, ils ont beau parler et dire là-bas il n'y a plus rien maintenant, etc., etc. Mais les gens n'y croient pas. Ils veulent voir par eux-mêmes pour pouvoir y croire. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller à Granada, c'était en 2014. Et j'ai vu des personnes qui ont pris les pirogues pour arriver en Espagne. Et beaucoup parmi eux vivent des aides sociales au niveau de l'Europe. Quel est l'honneur qu'on a à vivre d'aide sociale en Europe? Alors qu'ici, peut-être, on pouvait faire un petit commerce ou quelque chose, je ne sais pas. Mais eux, ils ont leurs raisons, je ne les juge pas. Ils ont leurs raisons, pourquoi ils sont partis, ils le savent. Peut-être que la vie qu'ils ont là-bas était mieux que la vie qu'ils avaient au Sénégal. Mais ça, c'est à eux d'en décider, en fait. Alors, dans ce roman, ils sont quatre jeunes amis, Thierno, Souleymane, Yoro et Abdoulaye, avec les mêmes ambitions, les mêmes rêves, avec toujours le même dénominateur commun, on l'a relevé plutôt, le manque de perspective. C'est cela aussi, Ndaïngone Ndour, le lien fort dont il est question dans ce roman, le manque de perspective. Effectivement, le manque de perspective, comme j'en ai parlé, parce qu'on a un étudiant qui a échoué, on a un jeune sans emploi, ni qualification, ni rien. On a aussi un maçon dont le corps est usé par le travail. Et on a aussi un ouvrier qui reçoit des miettes à la fin du mois. Donc vous voyez,
Parce que souvent, on parle du chômage, mais on oublie aussi l'emploi précaire qui enlève à la personne sa dignité et ne le rémunère pas à la sueur de son front. Et il y a tout cela qui fait que les gens partent, les jeunes décident de partir parce qu'ils rêvent de l'Eldorado. Pour eux, derrière, en Europe, il y a tout. Ils peuvent s'accomplir en tant qu'êtres humains. Ils peuvent s'accomplir en toute dignité, ce qu'ils n'ont pas dans leur pays et ce qui les pousse. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu faire ressortir plusieurs éléments. Au-delà du chômage, j'ai un emploi, oui, mais un emploi qui ne te permet pas d'épargner. Un emploi qui ne te permet pas de voir l'avenir d'un autre œil. Un emploi avec lequel tu vis au jour le jour. Est-ce qu'on peut réellement parler d'emploi? Donc ça, c'est de l'emploi précaire et ça pousse aussi énormément de jeunes à partir. Et dans ce roman, on cherche à comprendre à travers des discussions de haute facture les vraies raisons de l'immigration irrégulière. D'abord, nous allons nous attarder au cas Tierno, jeune étudiant qui rêvait de devenir avocat. Pourtant, il était bien à l'école. Il n'était pas si nul à l'école, mais c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il a échoué. Ouais. Parce qu'il devait passer ses examens, mais en même temps, son père est décédé. Il voulait honorer son père en l'accompagnant dans sa dernière demeure. Et ce qui a fait qu'il a raté son examen. Cet examen final. Ouais. Parce que c'était la deuxième session. Il ne pouvait plus se rattraper. À l'université, on ne lui a pas donné cette possibilité-là de refaire son examen. Pour dire que ces questions sociales-là aussi devraient être prises en considération parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est ça qui a poussé Tierno à partir désespéré parce qu'il se voyait comme l'aîné, chef de la famille, puisque son père est décédé. Ce qu'il voulait, c'est partir pour pouvoir réaliser les rêves de sa famille, sortir sa famille de la misère. C'est pour cela, lui, il a décidé de partir. Justement, vous l'avez dit tantôt, les défaillances du système universitaire mises à nu, ici, mais aussi, il faut le dire, il n'a pas échappé au sort. Exactement. On dirait que le sort s'acharne sur lui. Ouais. Et c'est une réalité. Parce que c'est un homme pétri de valeurs, éduqué dans la religion. Mais au-delà, quand il va arriver en Espagne, il va devenir un gigolo. Parce qu'il s'est dit, j'ai tout quitté pour pouvoir réussir. Si une opportunité s'offre à moi, je vais le faire parce que je ne suis pas là pour échouer. Donc, il a laissé toutes ces valeurs-là de côté, uniquement pour la réussite. Finalement, on se demande qu'est-ce qui est plus important. Les valeurs, la réussite, on ne sait plus. Pourtant, et pourtant, au début, ce qui fait qu'il vit avec ce sentiment d'impuissance, pas question en tout cas pour lui de vivre encore sous tutelle à son âge. Ça aussi, il voulait un peu préserver cette dignité-là. Vous l'avez dit tantôt, l'homme, le chef de famille. Exactement. Voilà. Il est parti sur de bonnes bases. Avec des valeurs, avec une vision. Mais entre-temps, les choses ont changé et il a été confronté à la réalité. Et finalement, il a fait des choix qui ne l'honorent pas en tant qu'homme, tout simplement. C'est ce sentiment de culpabilité, d'inutilité. Il voulait en tout cas impérativement réussir et pour cela, il était prêt à tout. Du coup, pas difficile d'être convaincu du voyage. C'était facile, franchement. Exactement. Les conditions étaient réunies pour qu'il prenne le large. Exactement. Alors, la vie le révoltait. Sa vie le révoltait, toutes les portes se fermaient devant lui. Vint également ce malheur, la perte du papa. Et c'est de là vraiment qu'est venue l'idée du voyage. C'est parti de... Oui, l'idée du voyage est vraiment partie de là. C'est vrai qu'au départ, il y avait des discussions autour, mais rien de concret. Mais c'est avec le décès de son père que l'idée du voyage s'est réellement concrétisée. Parce que là, il faisait face à son destin en tant que chef de famille. C'est notre configuration sociale qui fait cela. C'est vrai que sa mère, elle vit, mais lui, en tant qu'homme, en tant qu'aîné, il est désigné de facto comme chef de famille. C'est la réalité sociale qui fait cela. Et comme je disais à l'entame de mes propos, il y a cette charge-là qui pèse sur les hommes, comme quoi c'est eux qui doivent s'occuper de la famille. Ce qui fait que lui, il a pris sur lui et il a décidé de trouver les moyens d'apporter des solutions à sa famille. Et c'est ce qui l'a poussé
à Ce qui partir. fait que le mari souvent est gêné d'être pris en charge par son épouse. Effectivement. Ça, il va falloir le changer. Effectivement, même dans la réalité, on voit que les femmes participent. Parfois, elles participent plus même aux charges financières que les hommes. Mais quand on sort, on préfère mettre l'homme en avant en disant que c'est lui qui dépense. Mais dans la réalité... Ça, c'est le sutura. C'est le sutura, comme on dit. C'est une réalité bien Sutural, sénégalaise qui est là. Mais on sait que dans les familles, les hommes et les femmes, autant que les hommes, participent aux charges financières. C'est une réalité maintenant au Sénégal. Comme on le dit, en tout cas couramment, jigéen ñoo yor kër yi. Pour revenir à Thierno, pourtant il y a sa reconversion en maçon. Tout ça, il se cherchait en fait. Il ne voulait pas rester à la maison, croiser les bras, voir sa mère se tuer au travail. Alors que lui, en tant que jeune, il peut apporter quelque chose. Donc, étant donné qu'il a échoué à l'université, il trouvait quelque chose à faire. Comme le métier de maçon lui était accessible, entre guillemets, il a préféré faire ça en attendant de trouver quelque chose de mieux. Finalement, à l'image de Thierno, tout le monde dans la bande éprouve les mêmes sentiments. On a l'impression qu'ils ont le poids de toute une société sur leurs épaules. Ça également, il faut le relever. Voilà, effectivement, tous, parce qu'il y a Souleymane, il y a Abdoulaye, il y a Yoro. C'est vrai que chacun d'entre eux a son identité, a sa vision, mais ils ont un rêve commun. Et ce rêve commun-là, c'est la réussite. Les chemins qu'ils vont prendre pour arriver à cette réussite-là, ils se sont accordés là-dessus, c'est-à-dire le voyage. Mais eux tous, c'est le manque de perspective. On a dit que Yoro, lui, il ne travaille pas. Souleymane, il travaille dans une parfumerie, mais il est payé avec un salaire, je dirais, de misère. Abdoulaye, son corps est usé par le travail en tant que maçon. Et Thierno, il n'a plus de perspective. Il a échoué à l'université. Il n'a pas d'autres qualifications. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Donc vous voyez, ils se retrouvent tous vraiment dans une même situation, c'est-à-dire la précarité. Ils ne peuvent pas se projeter. Comment ils vont le faire? Ils vivent au jour le jour. Donc, ils décident d'organiser un voyage pour partir. Alors, des débats de haute facture, disais-je tantôt, un débat sur l'immigration clandestine qui se pose également au sein de cette jeunesse. D'un côté, les pro-immigration, de l'autre, les anti-immigration. C'était au sein du campus social de l'université. Là également, ma question, est-ce que c'est des discussions que vous avez vécues personnellement? Effectivement, parce que c'est des discussions... Vous savez, à l'université, les discussions sont passionnées entre étudiants. Et il y avait les pros, mais aussi... Comme les Idrissa. Exactement. Et il y avait ceux qui étaient contre, pour dire que c'est la société dans sa globalité. Il y aura toujours des gens qui seront pour l'immigration, mais il y aura aussi des gens qui seront contre. Et ceux qui étaient pour, ils ont donné leur argument en disant que nous sommes l'avenir de la société. Une dette, par exemple, Idrissa qui parle d'une dette, voilà, nous avons de la jeunesse envers la société. Envers la société. Si nous fuyons l'Afrique avec, entre guillemets, sa misère, qui va développer l'Afrique? Il parle même de trahison. Il parle de trahison. Si nous partons, nous trahissons notre continent. Il ne parle même pas de pays, mais il parle de continent parce qu'il a une vision vraiment globale de l'Afrique. Et il y a d'autres qui amènent leur argument en disant que l'Europe s'est développée parce qu'il y a eu beaucoup d'Européens qui ont immigré pour partir dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Et cette force de travail-là a pu développer aussi le continent européen, etc., etc. Pour dire que l'immigration en soi, elle n'est pas mauvaise. Donc vous voyez, il y avait deux tendances, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et tous les arguments étaient respectables. Est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ces jeunes, à l'image d'Idrissa, des anti-immigrations qui pensent comme Idrissa? Je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais quand même il y en a. Et ils sont convaincus que le fait de partir ne signifie pas forcément la réussite. Et on trouve ça chez beaucoup de jeunes, comme par exemple sur les réseaux sociaux, avec de nombreux groupes où ils donnent leurs arguments par rapport aux méfaits de l'immigration clandestine et qu'on peut réussir et entreprendre en Afrique. Et j'avoue que quand je vois ce genre de jeunes aussi, ça me fait plaisir parce qu'ils ont une vision, des ambitions, ils ont envie d'entreprendre. Mais l'entrepreneuriat aussi s'accompagne
que ça soit financièrement ou par des conseils ou autres. Donc, un autre personnage qui attire l'attention du lecteur, Yoro, un jeune homme qui a eu une enfance difficile. Comment expliquer maintenant ces difficiles rapports avec sa mère d'abord? En fait, sa mère le voyait comme un échec parce qu'il ne pouvait rien apporter dans la famille. Un incapable. Un incapable. Il ne travaille pas, il se droguait, etc. En tout cas, le chemin tracé, le chemin que sa maman voulait qu'il emprunte, il ne l'a pas emprunté. Et sa maman l'a toujours vu comme un échec. Il ne considérait pas Yoro. Et Yoro vivait cela très très mal. Mais il avait des difficultés à exprimer son ressenti. Et je disais que c'était sa plus grande faiblesse. Pourtant, au fond, il aimait sa mère et il avait envie de la rendre fière. Et c'est pour cela même qu'il a entrepris le voyage. Donc, vous voyez, c'est le manque de communication qui a failli détruire, en fait, cette famille. Il aimait sa mère, mais il y avait problème avec Yoro. Yoro ne savait pas exprimer ses sentiments, surtout avec ses proches. Et c'était sa plus grande faiblesse. Effectivement, il ne savait pas exprimer. Parce que comme on l'avait déjà considéré comme un échec, il intériorisait cela. Donc, il préférait s'emmurer dans le silence, jouer au dur, comme s'il ne ressentait rien, alors qu'au fond, il souffrait de cette situation-là. Et il avait envie qu'on ne le voie plus comme un échec, mais comme une réussite. C'est pour cela que quand vous allez en profondeur dans le roman, il fait partie de ceux qui ont réussi en Europe. Malgré tout cela, le voyage en Europe, c'est aussi sa préparation. Les jeux de cache-cache, histoire de ne pas ébruiter l'affaire. Et là également, on vit l'affaire en tout cas de l'intérieur. Effectivement, parce qu'on a vu maintenant des embarcations qui ont été détournées, des gens qui ont été mis aux arrêts parce qu'ils ont entrepris de partir. Donc, pour éviter tout cela, ils ont préféré organiser entre eux pour que l'affaire ne s'ébruite pas au niveau du quartier, pour qu'il n'y ait pas, par exemple, des oppositions ou quoi que ce soit. Ils ont préféré organiser entre eux. Comme je l'ai dit, ils ont joué à un jeu de cache-cache, en cachant tout à leurs proches, pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc, ils ont préféré garder pour être sûrs d'arriver à bon port. Les goudis adjuma et tout. Exactement. Il y avait des astuces, il y avait vraiment toute une organisation pour que vraiment les gens ne sachent rien de leur voyage. Et 400 000 francs quand même pour un voyage dans des conditions incertaines, ça démontre un peu cette situation d'impuissance où se trouvent ces jeunes. On revient un peu à ce manque de perspective. Effectivement, quand on parle de 400 000, les gens peuvent dire vous pouvez entreprendre avec cela. Mais eux, ils ne l'ont pas vu de cet œil. Pour eux, leur rêve est plus grand que ces 400 000-là. Et peut-être que quand ils arriveront en Espagne, ils vont gagner beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, vous voyez, les visions ne sont pas les mêmes. D'autres verront qu'avec les 400 000, je peux entreprendre. Eux, leur entrepreneuriat, c'est à travers ce voyage-là. Donc, c'est des visions différentes. Ndeye Ngone Ndour, auteur du roman Au prix de leur vie, roman paru à l'Harmattan Sénégal, invité de l'école en question. Venons-en au couple Abdoulaye et Djabou, l'épouse qui s'est sentie trahie par son homme, mais pourtant Dieu sait qu'Abdoulaye ne rêve que d'un avenir meilleur pour sa famille. J'ai failli renoncer au voyage, mais je veux t'offrir le meilleur à toi et aux enfants. Je veux que la chance que je n'ai pas eue, eux, ils puissent l'avoir. C'est pour cela que je suis parti. En tout cas, il avait de bonnes intentions. Il avait de bonnes intentions. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que tous les jeunes qui ont entrepris le voyage ne l'ont pas fait pour eux. Ils n'ont pas pensé à eux d'abord, mais ils ont pensé à leur famille d'abord. À leur maman, à leurs femmes, à leurs enfants. C'est-à-dire, ils font un sacrifice suprême, pas pour eux, mais pour leur famille. On ne va pas applaudir, mais on laisse vraiment au lecteur la possibilité de se faire son opinion par rapport à cette question de l'immigration clandestine. Mais bizarrement, les gens ne voient pas ça. Il y a beaucoup d'humanité derrière ces voyages-là. Posez la question aux gens, pourquoi vous partez? Et là, vous aurez vraiment des réponses surprenantes. Ils ne le font pas pour eux, ils le font pour les autres. Ils se sacrifient pour les autres. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Les gens ne le comprennent pas souvent. Souvent, on les condamne. On dit qu'ils partent pour se suicider. Mais on n'est pas plus conscient, eux, que
Ceux qui partent, ils ont une conscience réelle des dangers qui les attendent. C'est pour cela que je dis au prix de leur vie. Ils partent au prix de leur vie parce qu'ils savent qu'ils peuvent y laisser leur vie. Mais ils font le choix de partir parce que leur vie qu'ils ont ici n'est pas importante à leurs yeux parce qu'ils ne voient aucune réalisation, aucune perspective, aucune porte qui peut s'ouvrir pour l'avenir. Donc ils sont là, ils respirent, mais ils ne vivent pas. Et ils ont envie de vivre. Et cette vie passe par la réussite. Et c'est pour cela qu'ils partent au prix de leur vie. Ils partent au prix de leur vie avec des conditions de ce voyage vers l'inconnu, des conditions difficiles, les jours passés, plus longs que d'habitude, les heures semblaient interminables et les nuits terribles à cause de la peur. Vous nous décrivez des scènes ahurissantes qui font peur. C'est des scènes qui font peur. Ouais. Parce que vous voyez beaucoup de jeunes qui ne savent même pas nager, qui n'ont jamais vu peut-être la mer. Et avec la mer et ses dangers dans des embarcations de fortune. Mais ils affrontent ces dangers-là, la peur au ventre, mais l'espoir est beaucoup plus grand que tout ça. Et c'est cet espoir qui leur donne la force d'y aller, malgré les dangers, malgré les difficultés et tout. On les voit à la télévision, ces scènes de cadavres repoussés par la mer. Et pourtant, ça n'entame en rien leur détermination de rejoindre l'Europe. Ouais. Vous voyez, comme quand on a de l'espoir, ça nous donne la force. Ça nous pousse à affronter ce que les autres peuvent voir comme infranchissable. On parlait des conditions difficiles. La preuve, ce saut placé à l'arrière, ça m'a marqué. De la pirogue. Et chacun allait faire ses besoins en mettant de côté, vous faites bien de le dire, ils mettent de côté un peu de leur fierté. Effectivement, parce que là, c'est l'intimité de la personne qui est dévoilée. Et on y perd aussi sa dignité. Mais malgré tout, ils l'acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils se disent que jar là. C'est un passage tôt ou tard, dinañ ko nettali. On va raconter ça. Ce sera des souvenirs. Mais pour le moment, on accepte de perdre cette fierté, cette dignité-là. C'est vrai que c'est des voyages très, très difficiles. Au-delà de cette perte de dignité, on peut mourir, on peut en tomber malade. Il y a beaucoup de choses. Parce que c'est un thème d'actualité. On voit tous les jours des documentaires, des romans qui sont écrits sur la question. Donc, on est informé par rapport à l'immigration clandestine, à ces dangers-là. Mais tous ces jeunes-là ont espoir. Ils ont envie de changer leur vie. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, même à y laisser leur vie. Et c'est pour cela que je dis, malgré les sensibilisations, malgré les mises aux arrêts, malgré tout ce qui est en train de faire les jeunes continuent de partir. On doit maintenant s'asseoir et se poser la question, pourquoi ils partent? Quelles sont les solutions concrètes qu'on peut apporter pour que ces jeunes-là restent? Parce que tant qu'il n'y a pas des choses concrètes qui puissent les retenir, ils continueront de partir. Parce que ça fait des années qu'on fait des sensibilisations, qu'on essaie de les maintenir, mais ils continuent de partir. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes solutions pour les maintenir dans ce pays-là. Souvent également, dans cette pirogue-là, c'est aussi dégradant pour les femmes. Effectivement, parce qu'il y a des cas de viol. Il y a des cas de viol, des cas de violence de VBG qui existent. Elles prennent beaucoup plus de risques que les hommes. Parce que même dans notre société, en général, ce qu'on constate, c'est-à-dire que les violences basées sur le genre sont beaucoup plus axées sur les femmes. Donc, imaginez une femme qui se retrouve au milieu de plusieurs hommes, faisant un voyage vers l'inconnu. Elle peut subir encore pire que ce qu'elle subissait au niveau de la société. Donc, c'est des risques énormes que prennent les femmes à travers ces voyages-là. Il y a aussi, vous nous décrivez également cette angoisse, cette peur des mères de famille qui ne dorment plus. Effectivement. Après le départ. Parce que quand vous entendez souvent les mamans, qu'est-ce qu'elles disent? Elles prient pour que leurs enfants ne meurent pas avant elles. Donc, savoir que ton enfant a pris les pirogues, c'est l'angoisse chez les parents. On se demande, est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va survivre? On se pose des millions, les mamans se posent des millions de questions. Et elles n'ont pas de réponse. Elles en souffrent. Elles en souffrent. Il y a un silence profond. Elles ne savent pas à qui s'adresser. Elles ne peuvent pas les joindre. Elles ne peuvent rien faire à part prier et attendre.
Et là, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Alors, une fois arrivés en terre espagnole, ils descendent de la pirogue un à un, fatigués, certes affamés, mais ils sont accueillis par des hommes et des femmes qui s'empressent de leur donner des couvertures pour se réchauffer. C'est aussi cet aspect humanitaire que l'on entrevoit également au fil des pages d'Ndengouni Ndour. Effectivement, je pense que quand une personne est en danger ou bien souffre, c'est notre humanité qui est interpellée. Et je pense que ces personnes qui les accueillent, c'est leur humanité qui les interpelle. Parce qu'ils ne voient pas des émigrés, mais ils voient des personnes qui sont en souffrance. Et ils ont envie d'apporter un peu de réconfort. Ils savent que s'ils ont quitté leur amour, leurs amitiés, leur famille, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus fort qu'ils veulent... Pas de plus fort, mais quelque chose de très important qu'ils sont venus chercher. Donc, ils ont envie de donner un peu d'humanité vraiment à ces personnes. Et il y a cette joie immense d'être arrivé en Europe, une euphorie qu'on cherche vaille à partager avec les membres de la famille au pays. C'est au téléphone. Hein. Souvent, c'est des moments d'explosion de joie. C'est comme quand on fait un examen et qu'on réussit. Forcément, on est heureux. Eux, c'est leur examen de passage. Ils ont pris des risques, ils ont voyagé et ils ont pu réussir à entrer. Donc, en quelque sorte, ils ont pu réaliser leur rêve d'arriver. Maintenant, ce qui va se passer après, on verra. Mais pour le moment, ils ont franchi une première étape non négligeable et ils s'en félicitent, ils sont heureux. Et là, les sentiments de trahison, de peur laissent la place à l'espoir d'une vie meilleure. Effectivement, l'espoir d'une vie meilleure parce qu'ils se sont dit le plus dur a été fait. Maintenant, on est en Espagne, on va se battre pour pouvoir réussir comme d'autres l'ont fait. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a des échecs dont on ne parle pas souvent. Et c'est un défi immense. Les choses avaient changé, oui, beaucoup changé au point de faire des jaloux et des envieux. Et cette jalousie et cette envie, c'est ce qui faisait que beaucoup de parents cautionnent le départ de leurs enfants également. Il y a cet aspect-là. Effectivement, il y a cet esprit de concurrence qui existe dans les quartiers. Parfois, vous voyez... un jeune qui est parti, qui a réussi, sa vie change, celle de sa famille change. Et parfois, c'est les mamans ou bien les papas eux-mêmes qui encouragent leurs enfants à partir. Il y en a qui font des cotisations, il y en a qui vendent leur bétail, etc. Vous voyez. Ça devient une affaire de famille. Ça devient une affaire de famille. Certes, il y a des familles qui ne cautionnent pas, qui ne sont même pas au courant des voyages. C'est le cas des familles de Tierno, Yoro, Suleiman et Abdoulaye. Mais il y en a pour d'autres, c'est les familles qui cautionnent ces voyages-là et qui cotisent même pour qu'ils puissent avoir l'argent nécessaire pour pouvoir entreprendre ces voyages. Et comment ne pas y croire quand on sait que d'habitude ce n'est pas toujours le cas. D'habitude ce sont les moudous de retour au pays qui font, en tout cas la pluie et le beau temps dans les quartiers. Ça, c'est tentant également. C'est tentant également parce que vous entendez parfois les discussions des jeunes. Ils vous disent, mais lui, il n'avait pas de diplôme ici. S'il a pu réaliser tant de choses, c'est parce qu'il est parti en Europe. Pourquoi nous, on ne va pas partir? Il a les plus belles femmes, il a les plus belles maisons, il a les plus belles voitures. Et pourtant, il était avec nous au quartier en train de boire du thé. S'il l'a fait, pourquoi pas nous? Donc, tout cela, ça pousse beaucoup de jeunes également à partir au-delà du chômage et de l'emploi précaire. C'est pourquoi je disais que peut-être les gens qui revenaient de là-bas ne disaient pas en tout cas toute la vérité. Ils ne disent pas toute la vérité parce qu'ils montrent le côté vraiment positif. Mais il y a d'autres quand même qui essaient de sensibiliser. Mais sauf qu'on ne les écoute pas. On leur dit, si là-bas c'est pas bien, pourquoi vous ne revenez pas? C'est comme si ceux qui le disent essaient d'empêcher aux autres de partir pour avoir les mêmes en quelque sorte bien qu'ils ont. En tout cas, la même réussite. En voilà, tout cas, la même réussite. Viendront après les premiers signes de déchirure dans cette bande, pourtant très très solidaire. Suleiman qui verse dans le trafic de stupéfiants et qui finit très mal, hélas. Hélas, il finit très très mal. Pourtant, c'était un homme courageux. Un homme travailleur, mais malheureusement, quand il est arrivé, il a vu la drogue qui pouvait lui apporter beaucoup. Il s'est adonné. Il ne se contentait plus de vendre, mais il en consommait également. Et il a été arrêté, malheureusement par fierté.
Il ne voulait pas être rapatrié au Sénégal. Il a préféré se suicider, ce qui est très dommage. Après Souleymane, il y a Thierno, malgré toute son éducation religieuse surtout, qui finit comme gigolo. Il a fini, lui, comme gigolo. Et pourtant, il était parti, lui aussi, avec de très bonnes intentions. L'idée était d'aider sa famille et de prendre la relève de son père qui venait de décéder et de soutenir sa famille. Donc, même lui, il le dit. Il dit, j'ai été éduqué dans les valeurs et me voilà aujourd'hui gigolo, obligée de me prostituer pour pouvoir nourrir ma famille. Donc vous voyez un peu, c'est les difficultés, la réalité du terrain, je dirais, qui fait que parfois on y perd ses valeurs et ses repères. En début d'émission, on parlait du couple Djabou et Abdoulaye, et c'est pour relever un peu cette problématique de ces femmes d'émigrés restées au pays, enceintes derrière. Exactement. Ça aussi, c'est un problème. C'est un réel problème parce qu'on exige de ces femmes-là qui restent la chasteté, la fidélité pour des hommes qui sont partis pendant des années et des années. Ça aussi, c'est une question de société dont on devrait pouvoir parler. Parce qu'il y a beaucoup de cas d'infidélité qui existent, des grossesses non désirées, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui partent 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu laisses la personne comme un meuble. Elle ne voit pas son mari, c'est de l'argent qu'on envoie par fin du mois. Finalement, est-ce qu'elle a une vie de couple normale, réelle? On devrait pouvoir parler de tout ça, faire ressortir les aspects religieux même s'il le faut, expliquer qu'est-ce que la religion dit par rapport à cela. Si ça ne peut pas continuer, qu'on essaie de trouver une solution pour libérer la femme, parce que je ne dirais pas des liens du mariage, mais des chaînes du mariage, parce qu'on la maintient quelque part sans pour autant qu'elle ait une vie réelle de couple. Il y a cette démarche ô combien courageuse, je dirais, de Djabou, qui malgré cette situation-là décide de s'en ouvrir à son époux Abdoulaye pour être quitte avec sa conscience. Effectivement, parce qu'il y a sa conscience qui l'interpellait. Elle pouvait se taire et ne rien dire, mais elle a préféré en parler pour libérer sa conscience. Et ce que je voulais dire, c'est-à-dire, ce n'est pas les femmes seulement qui peuvent pardonner l'infidélité. L'infidélité n'est pas à cautionner quand même, parce que c'est interdit par toutes les religions. Et quand on se marie, on doit être fidèle. C'est ce qu'on nous apprend en tout cas dans la religion. Mais il y a des hommes aussi qui savent pardonner l'infidélité. Et c'est ce que Abdoulaye a fait pour montrer que ce n'est pas aux femmes simplement qu'on doit imposer le mougne, le sutura, etc. Mais les hommes aussi, ils peuvent faire autant. Et c'est ce que Abdoulaye a fait. Il a montré qu'il aimait sa femme par-dessus tout et qu'il était capable de prendre celui et de pardonner et de construire quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases. Il y a ça, mais aussi il y a le poids de la société envers ces femmes-là restées au pays. Effectivement, car au-delà de la solitude, au-delà de l'absence du mari, d'un côté aussi, on peut avoir une belle famille qui ne nous aide pas, qui ne les aide pas plutôt, ces femmes-là. Donc, c'est difficile. Elles doivent supporter beaucoup de choses à la fois. Elles ne sont pas, je dirais, entre parenthèses, des êtres suprêmes. C'est des êtres humains, faits de chair et de sang. Ce qui veut dire qu'on doit essayer aussi de les comprendre, de les accompagner, de les soutenir, parce que ce n'est pas du tout difficile. Et il y a autre chose aussi. La société a beaucoup plus de facilité à pardonner un écart aux hommes qu'aux femmes. Ce qui veut dire qu'on exige beaucoup plus des femmes que des hommes en termes de comportement, de mœurs et autres. Maintenant, pour en revenir au motif de ces voyages-là, selon vous, est-ce que les autorités, les différents régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays-là ont assez fait, en tout cas, pour limiter, en tout cas, ce voyage-là vers l'inconnu? Je pense que chacun, selon ses moyens, a essayé de faire quelque chose. Mais il faut toujours en faire plus. Parce que si ces vagues d'immigration-là continuent d'exister, c'est parce qu'il y a des manquements quelque part. Donc, on doit pouvoir s'asseoir, essayer de trouver où sont ces manquements-là et essayer d'y apporter des solutions. Peut-être interroger les jeunes, s'asseoir avec eux, les impliquer dans les décisions que nous voulons prendre et non prendre des décisions de l'autre côté et venir leur imposer cela. Ils doivent être impliqués dans cette recherche de solutions-là. Parce que
si le taux de chômage, s'il est très élevé, s'il y a l'emploi précaire, etc., est-ce qu'on pourra maintenir les jeunes là dans ce pays? Ça fait des années, comme je le dis, qu'on fait des sensibilisations, mais les jeunes continuent de partir. Donc, on doit faire des assises, essayer de réfléchir à la question et essayer vraiment d'associer les jeunes dans les prises de décision, les jeunes, les familles. Vraiment qu'on essaie de trouver les astuces qu'il faut pour maintenir les jeunes. Et pour les maintenir, il faut quelque chose de concret, pas des paroles simplement. Surtout qu'en Europe, en tout cas dans les pays occidentaux, on a fait la remarque, en tout cas des partis de l'extrême droite, en tout cas racistes pour ne pas le dire comme ça, sont en train d'émerger. Effectivement, on voit ce genre de parti qui est en train d'émerger malheureusement. Même si on parle d'universalisme, etc., de liberté de mouvement, des droits de l'homme. Et souvent, je ne vous coupe pas, c'est des partis qui promettent la lutte radicale contre cette immigration-là. Effectivement, raison pour laquelle on doit chercher des solutions avant qu'on ne nous mette à la porte, qu'on essaie de trouver des solutions pour rester chez nous. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est un débat dont on doit parler, reparler même, je dirais, parce qu'on en parle déjà, mais dont on doit reparler et essayer d'impliquer vraiment tous les acteurs qu'on pense qu'ils peuvent apporter quelque chose pour essayer de trouver des solutions à la question. Et cette histoire-là, au prix de leur vie, l'histoire des Souleymane, les Abdoulaye, les Yoro, la suite? Je pense que chaque lecteur se fera son opinion là-dessus. En tout cas, je voulais évoquer l'immigration clandestine et je voulais l'évoquer à travers différents personnages qui ont des parcours certes différents, mais qui ont un rêve commun, celui de réussir. Et cette réussite-là, ils le veulent au prix de leur vie. Au prix de leur vie, votre premier ouvrage et le prochain? Le prochain est en préparation et on va fêter l'anniversaire bientôt du roman. Et je ne vais pas en dire plus par rapport au second roman, mais quand même, c'est en gestation. C'est en gestation, effectivement. Pour revenir, on avait commencé par ça, la littérature sénégalaise, en tout cas, sa vitalité. Aujourd'hui, on le voit, il y a des jeunes qui prennent le pouvoir. On a cité Mbougar. Il y a aussi les Khalil. En tout cas, exactement, ils sont, voilà, le Khalil Diallo. Alors, que vous inspire en tout cas cet intérêt-là pour des jeunes pour la littérature? Est-ce qu'on peut dire que la relève est assurée? Je dirais que la relève, elle est très bien assurée même. Il y a des auteurs qui ne sont pas très connus, mais qui font du bon travail. Et chaque jour, il y a des œuvres qui sont publiées. Sauf qu'ils n'ont pas une grande tribune pour parler de leur roman. Et c'est vraiment dommage. On devait créer beaucoup plus de tribunes pour les jeunes, pour une meilleure visibilité, en tout cas, du travail qu'ils sont en train de faire. Mais la relève, elle est vraiment assurée. Et les anciens peuvent être fiers parce qu'il y a une jeune génération dynamique qui aime la littérature qui est là. Le seul bémol, c'est-à-dire les réseaux sociaux et les jeunes qui ne lisent plus tellement. Donc ça, c'est le seul bémol. Mais quand même, la créativité, elle est là. Et les jeunes continuent de se donner avec courage, avec force et beaucoup d'imagination aussi pour nous sortir des œuvres de qualité. La créativité est là, mais l'édition également, elle laisse à désirer au Sénégal. Ça, il faut le dire. Il faut oser le dire. Et l'édition aussi coûte très cher. Ouais. Même s'il y a la créativité et derrière il n'y a pas un accompagnement, on ne pourra pas savourer vraiment et connaître le talent de ces jeunes-là. Quand tu dois éditer un livre à plus de 750 000, c'est pas donné à tout le monde. Alors, nous arrivons presque au terme de cette émission, au prix de leur vie, votre premier ouvrage. Votre dernier mot? Mon dernier mot, ce sera un grand merci. Un grand merci à vous, Arona, mais aussi un grand merci à Radio Sénégal International et souhaiter à tous les auditeurs et auditrices une très belle année 2022. Que vraiment, qu'on n'ait pas à vivre ce qu'on a vécu en 2021 ou bien en 2020 et que 2022 nous ouvre vraiment de nouvelles et belles perspectives. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation de École en question. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. École en question, c'est terminé. Merci à Marianne Ndiaye Mal qui était à la technique coordination Babacar Ndiaye, Alpha Seydi Demba Malik Ibrahima Sadi devant ce micro Arona Diouf. École en question revient dans 15 jours.
L'école en question, question d'école. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Radio Sénégal International 92.5 pose les débats. Le gouvernement, le QSEMS, des parents, des élèves, des ONG qui discutent, qui règlent le problème pour les élèves. On ne l'acceptera pas. On ne fera pas de session au Sénégal. L'école en question, question d'école. Radio Sénégal International fait la lumière.